Bonjour à tous. Imaginez un instant. L'icône de Paris, connue dans le monde entier, un chef-d'œuvre d'ingénierie qui semble n'avoir aucun secret pour personne. Pourtant, et si, sous ses pieds métalliques s'enfonçant dans la terre de la capitale, se cachait quelque chose d'entièrement inconnu du grand public? Quelque chose d'énorme, de mystérieux, peut-être même de vital à un moment de l'histoire? La rumeur court depuis des décennies, murmurée dans les couloirs des archives, dans les vieux cafés près du Champ de Mars, ou par d'anciens employés, l'existence d'un bunker secret, dissimulé sous la structure même de la Tour Eiffel. Mythe urbain, fantasme d'auteur de romans d'espionnage, ou une réalité soigneusement occultée? Qu'en pensez-vous? Auriez-vous jamais imaginé que la Dame de Fer puisse abriter un tel secret? Cette question, à elle seule, est une invitation à plonger dans les entrailles supposées de ce monument. L'idée d'une structure souterraine d'envergure, oubliée des plans officiels ou volontairement omise, est fascinante. Non pas une simple cave technique, mais un véritable espace de survie, de commandement ou de stockage, construit dans le plus grand secret. Pourquoi aurait-on bâti un tel lieu? Quelles auraient été sa fonction et sa raison d'être, tapis dans l'obscurité sous le poids des 10 tonnes de fer peudelé? Les époques traversées par la Tour Eiffel, depuis sa construction pour l'Exposition universelle de 1889, ont été marquées par des bouleversements majeurs. 2 guerres mondiales, l'occupation, la guerre froide. Autant de périodes où la discrétion et la protection stratégique de certains points névralgiques auraient pu être primordiales. La tour, point culminant et symbole fort, aurait-elle pu servir de couverture ou de localisation idéale pour un tel ouvrage? L'hypothèse, pour certains, semble farfelue, digne d'un scénario de film. Pour d'autres, plus avertis des arcanes de l'histoire parisienne et des aménagements souterrains complexes qui quadrillent la ville, elle n'est pas totalement dénuée de fondements. Paris est une ville superposée où les strates du passé s'accumulent, formant un labyrinthe souterrain insoupçonné pour le passant ordinaire. Carrières, catacombes, égouts, lignes de métro, tunnels de défense, abris de la Seconde Guerre mondiale. La liste est longue. Dans ce contexte, l'idée qu'un espace supplémentaire d'une nature particulière puisse exister sous l'un des points les plus surveillés et visités au monde pose question. Comment un tel chantier aurait-il pu passer inaperçu? Qui aurait été dans le secret? Quels moyens techniques auraient été employés à une époque où les méthodes de construction étaient différentes de celles d'aujourd'hui? Et surtout, s'il existe, à quoi ressemble-t-il? Est-il encore accessible? Étudier ce mythe, c'est se pencher sur les zones d'ombre de l'histoire de la Tour Eiffel, sur les récits parallèles qui courent en marge des versions officielles. C'est chercher des indices dans les archives poussiéreuses, interroger les rares témoins encore en vie, comparer les plans connus avec les témoignages fragments. C'est un peu comme une enquête archéologique dans le temps et sous terre, à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin gigantesque, située au pied d'un colosse d'acier. La première étape de cette exploration consiste à rassembler les rumeurs, à en identifier l'origine, si possible. Sont-elles nées d'une confusion avec les caves existantes, utilisées pour la machinerie des ascenseurs ou les installations techniques? Ou proviennent-elles de sources plus précises, évoquant des travaux spécifiques, une période donnée, un emplacement précis sous la tour? Les récits divergent souvent, se contredisent parfois, se nourrissant les uns les autres dans un cycle d'amplification typique des légendes urbaines. Certains parlent d'un abri anti-aérien secret datant de la Première Guerre mondiale, d'autres d'un poste de commandement souterrain utilisé pendant l'occupation,
d'autres encore d'un espace créé durant la guerre froide pour servir de centre de communication sécurisé ou d'abri gouvernemental. La variété des scénarios possibles ajoute à la complexité de l'enquête. Il est difficile de démêler le vrai du faux sans accès à des documents authentiques ou à des lieux. Les archives nationales, les services d'urbanisme de la ville de Paris, les dossiers techniques de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel, SET, les plans originaux de Gustave Eiffel et de ses ingénieurs. Ces sources sont les plus prometteuses, mais aussi les plus difficiles à consulter dans leur intégralité, sans parler des informations qui pourraient avoir été classifiées ou tout simplement égarées au fil du temps. L'accès aux fondations et au niveau souterrain de la tour elle-même est strictement contrôlé pour des raisons de sécurité évidentes. Obtenir l'autorisation d'explorer ces zones, de chercher des indices concrets, relève de la gageure. Pourtant, c'est peut-être la seule manière de confirmer ou d'infirmer l'existence de cet espace caché. L'enquête promet d'être longue et complexe, jalonnée d'obstacles et, potentiellement, de déceptions. Mais l'idée qu'un tel secret puisse sommeiller sous le monument le plus célèbre de France est une motivation suffisante pour tenter de lever le voile. Allons donc explorer les profondeurs, réelles et historiques, de la Dame de Fer. L'examen des archives historiques est un travail de fourmi, nécessitant patience et minutie. Les plans originaux de la Tour Eiffel, déposés aux archives nationales ou conservés par la SET, sont d'une précision remarquable pour l'époque. Ils détaillent la structure métallique, les fondations, les accès, les premières installations techniques. On y voit les massifs de maçonnerie et de béton qui ancrent chaque pied de la tour dans le sol, descendant à plusieurs mètres de profondeur, jusqu'à atteindre des couches de terrain suffisamment stables. Sous les pieds ouest et nord, par exemple, les fondations ont dû s'adapter à la présence de l'ancien lit de la Seine, nécessitant des caissons étanches. Ces plans montrent-ils des indices d'une structure souterraine annexe, non liée directement à la stabilité ou au fonctionnement de la tour? À première vue, les plans officiels ne révèlent rien d'un tel bunker. Ils décrivent les caves techniques actuelles qui servent de passage pour les câbles, la machinerie des ascenseurs hydrauliques d'origine, dont une partie est toujours visible, et diverses installations modernes. Ces espaces, bien que souterrains, sont connus, documentés, et ne correspondent pas à la description d'un bunker secret d'envergure. Cependant, l'histoire des grands ouvrages parisiens montre que les plans initiaux ne racontent pas toujours toute l'histoire, surtout lorsqu'il s'agit d'aménagements réalisés ultérieurement ou dans un contexte particulier. La tour Eiffel a été construite à une époque de tensions internationales latentes, quelques années seulement après la défaite de 1870 face à la Prusse. Elle était, au-delà de son rôle d'attraction pour l'exposition universelle, un symbole de la puissance industrielle et technique retrouvée de la France. Mais elle avait aussi, et Gustave Eiffel lui-même l'avait souligné, une utilité stratégique potentielle, notamment pour la télégraphie sans fil, naissante à l'époque. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a joué un rôle crucial en interceptant les messages ennemis et en servant de station radio militaire. L'idée d'un espace sécurisé en son sein, ou sous elle, ne semble pas totalement aberrante dans ce contexte. Qu'en est-il de l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale? Les Allemands ont pris le contrôle de la tour, l'utilisant notamment pour leur transmission radio. Aurait-il été possible qu'ils découvrent un tel bunker s'il avait existé depuis 1889? Ou, au contraire, auraient-ils pu en construire un eux-mêmes pour leurs propres besoins? L'hypothèse d'une construction durant l'occupation est également plausible, bien que les travaux souterrains d'une telle ampleur sous un monument aussi visible auraient été extrêmement difficiles à dissimuler. Paris sous l'occupation était quadrillé, surveillé. Pourtant,
Des ouvrages souterrains ont bien été réalisés par les occupants ou par la résistance dans d'autres parties de la ville. La guerre froide a également été une période propice aux constructions de défense passive et d'abris sécurisés. Des postes de commandement souterrains ont été aménagés à Paris pour les autorités civiles et militaires. La tour Eiffel, en tant que point de communication vital et symbole national, aurait pu être envisagée comme un site potentiel pour un tel aménagement. C'est dans ces différentes périodes historiques que l'on pourrait trouver la justification d'un bunker secret. Chaque époque offre un scénario plausible quant à sa raison d'être, mais l'existence de ces contextes historiques ne prouve en rien l'existence du bunker lui-même. Il faut des preuves plus tangibles. Les témoignages, même fragmentaires, peuvent parfois apporter des éléments cruciaux. J'ai tenté de retrouver des descendants des ouvriers ayant participé à la construction ou aux modifications ultérieures de la tour, ou d'anciens employés ayant travaillé dans les niveaux techniques. Ces recherches sont complexes. Le temps ayant fait son œuvre, les récits se transmettent, se déforment. Un ingénieur à la retraite, dont le grand-père aurait travaillé sur les fondations dans les années 1880, m'a raconté que sa famille évoquait parfois des « travaux spéciaux » dans les niveaux inférieurs, des chambres maçonnées sous le pied sud, distinctes des caves ordinaires. Des travaux qui auraient été menés par une équipe différente, sous le sceau du secret. Un autre témoignage, émanant d'un ancien employé de la maintenance dans les années 1960, faisait état de rumeurs internes concernant une vieille porte scellée dans l'une des caves, derrière laquelle personne n'avait le droit d'aller. Des courants d'air frais s'en échappaient parfois, suggérant un espace plus vaste au-delà. Ces récits sont intrigants, mais ils restent des témoignages de seconde main, imprécis, sujets à interprétation. Ils pourraient tout aussi bien se référer à des conduits d'aération anciens, à des zones techniques désaffectées, ou simplement à des histoires inventées pour rompre la monotonie du travail. Pour accorder du crédit à ces rumeurs, il faut les recouper, trouver d'autres sources et, idéalement, les confronter à la réalité du terrain. L'enquête prend une nouvelle dimension en essayant de localiser et de confronter ces témoignages à des éléments concrets, si infimes soient-ils. Le grand-père de l'ingénieur évoquait le pied sud. Le pied sud abrite aujourd'hui les caisses et l'accès pour les visiteurs. En dessous se trouvent les fondations et des espaces techniques. L'idée d'une chambre maçonnée, différente des fondations ordinaires, pose question. Les fondations sont des massifs de béton et de pierre destinés à répartir la charge colossale de la tour sur le sol. Une chambre impliquerait un espace vide, une pièce. Pourrait-il s'agir d'une annexe à ces fondations ou d'un espace creusé à proximité? Le second témoignage, celui de l'employé de maintenance des années 1960, parlait d'une vieille porte scellée dans l'une des caves. Les caves techniques de la tour sont accessibles, bien que réservées au personnel autorisé. Obtenir l'accès à ces zones nécessite des démarches complexes auprès de la CT, impliquant des plans de sécurité stricts et la présence d'un guide accompagnateur. Après plusieurs semaines de demandes et d'explications du but de mes recherches, officiellement, une étude sur l'histoire des aménagements souterrains de la tour, j'ai finalement obtenu une autorisation limitée pour visiter certaines parties des niveaux inférieurs. Accompagné d'un technicien de la CET, dont le rôle est de surveiller mes déplacements et de répondre aux questions purement techniques, je descends dans les entrailles de la bête. L'air est frais et chargé d'une odeur d'humidité et d'huile. Des tuyaux, des câbles, des conduits courent le long des murs en béton brut. On passe à côté des énormes vérins hydrauliques qui actionnaient les ascenseurs d'origine, une machinerie
fascinantes, dignes d'un autre siècle. Ces caves sont vastes, mais leur configuration semble correspondre au plan technique que j'ai pu consulter. Du moins, dans les grandes lignes. Je cherche des anomalies. Un mur qui semble plus récent que les autres, une portion de béton d'une autre couleur, une porte qui ne figure pas sur les plans. Mon guide, au courant de mon intérêt pour les aspects historiques méconnus, est coopératif, mais manifestement peu informé sur les rumeurs qui m'intéressent. Il connaît l'histoire technique de la tour, les systèmes de ventilation, de plomberie, d'électricité. Je lui pose la question de la vieille porte scellée. Il réfléchit un instant. Des portes scellées, il y en a peut-être eu à un moment, avec les changements d'aménagement, des couloirs devenus inutiles. Mais aujourd'hui, tout est censé être accessible ou clairement identifié comme non accessible pour des raisons de sécurité ou structurelles. Rien de secret en tout cas, à ma connaissance. Juste des zones techniques ou de stockage. Nous parcourons les différents couloirs souterrains. Certains sont étroits, d'autres plus larges. On aperçoit les bases massives des pieds de la tour, des blocs de pierre cyclopéens. La rumeur évoquait le pied sud. Nous nous dirigeons vers les caves situées sous cette partie de la structure. L'atmosphère est la même, un mélange de modernité technique et de vestiges industriels. Je scrute les murs, le sol. Y a-t-il une section qui sonne creux? Une trace de maçonnerie anormale? Rien d'évident. Le technicien m'indique les limites de l'autorisation. Certaines zones sont inaccessibles car elles abritent des équipements sensibles ou parce que l'accès est jugé dangereux. Il y a bien quelques portes métalliques fermées à clé, mais elles semblent mener à des locaux techniques ou des réserves de matériel. Aucune vieille porte scellée qui se démarque particulièrement. L'exploration des caves connues ne donne pas de résultats probants immédiats quant à l'existence d'un bunker. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas, mais qu'il n'est pas accessible depuis les zones techniques courantes. S'il est bien un secret, il est probablement caché derrière des accès encore plus discrets, ou dans une zone totalement distincte des fondations et des caves visitées. Peut-être sous un autre point que le pied sud, ou à une profondeur encore plus importante. Les fondations de la tour descendent à environ 15 mètres sous le niveau du sol pour les pieds nord et ouest, et à 9 mètres pour les pieds sud et est, sur des massifs de béton massif. Un bunker, s'il était d'une taille conséquente, nécessiterait un volume important creusé dans le sol. Un tel travail souterrain, surtout à l'époque de la construction originale ou même plus tard, aurait généré d'énormes quantités de déblais. Où ces déblais auraient-ils été stockés ou évacués sans attirer l'attention? C'est l'une des questions logistiques qui rendent l'hypothèse d'un bunker secret particulièrement complexe. Un chantier de creusement important produit du bruit, de la poussière, un va-et-vient de camions ou de barges si l'évacuation se faisait par la Seine toute proche. Durant la construction de la tour, le champ de Mars était un vaste chantier, mais il était officiel, visible. Un chantier secret sous cet immense chantier, ou après la fin de celui-ci, semble relever de la gageure technique et logistique, à moins que le creusement ait été réalisé à une période où le champ de Mars était moins fréquenté ou sous un contrôle particulier, comme pendant l'occupation ou pendant certaines périodes de la guerre froide. L'absence d'indices dans les caves techniques et les difficultés logistiques apparentes de l'époque n'invalident pas totalement la théorie, mais elles soulignent l'ampleur du défi qu'aurait représenté une telle construction secrète. Face à l'absence de preuves flagrantes dans les zones techniques accessibles, il est nécessaire de reconsidérer l'approche. Peut-être que le secret ne réside pas dans les caves immédiatement sous les pieds, mais dans une zone adjacente ou à une profondeur encore plus grande. Paris, on l'a dit, est un gruyère.
le sous-sol est parcouru de tunnels en tout genre. La question est de savoir si un de ces réseaux souterrains existants aurait pu être relié secrètement à la zone sous la tour, ou si un nouveau tunnel aurait pu être creusé spécifiquement pour l'accès à un bunker. La Seine passe à proximité immédiate de la tour. Des tunnels sous-fluviaux existent à Paris, pour le métro, les égouts, etc. Un accès par la Seine, ou depuis une structure riveraine, aurait pu offrir une discrétion plus importante pour l'évacuation des déblais, par exemple par barge la nuit. C'est une pure spéculation, mais cela ouvre des pistes. Imaginons un instant un tel scénario. Un tunnel discret partant d'un quai de Seine ou d'un bâtiment voisin, le palais de Chaillot, l'école militaire, ou même un simple immeuble d'habitation, et menant à un espace creusé sous la tour. Pendant quelle période un tel projet aurait-il pu être réalisé avec une telle discrétion? Durant les guerres, évidemment, où les travaux de défense passive étaient fréquents et souvent classifiés. Pendant la Première Guerre mondiale, la tour servait de station de radiotélégraphie, un usage stratégique vital. Un poste de commandement ou un centre de transmission sécurisé en sous-sol aurait pu être envisagé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, maîtres de la tour, auraient pu vouloir sécuriser leurs propres installations de transmission. Un bunker leur aurait offert une protection contre les bombardements et une sécurité accrue. Il est documenté que les Allemands ont réalisé d'importants travaux souterrains à Paris, notamment pour leurs propres quartiers généraux, comme sous le Palais du Luxembourg. Il n'est pas impensable qu'ils aient également envisagé ou réalisé quelque chose à proximité de la tour, même si les plans connus de leurs installations ne mentionnent rien de tel à cet endroit précis. Après la guerre, pendant la guerre froide, l'utilité stratégique de la tour pour les transmissions a perduré. Elle est devenue un point clé du réseau de télévision et de radio. Un abri anti-atomique ou un centre de commandement de crise pourrait avoir été jugé nécessaire à proximité, voire sous le monument lui-même, pour assurer la continuité des communications en cas d'attaque. Les archives militaires et gouvernementales de cette période sont encore partiellement classifiées. C'est peut-être là, dans ces documents secrets, que l'on trouverait la trace d'un tel projet. Mais accéder à ces archives, même pour un chercheur, relève souvent du parcours du combattant, avec des demandes de déclassification longues et souvent infructueuses. Une autre piste de recherche concerne les modifications structurelles subies par la tour au fil du temps. Des travaux importants ont été réalisés, notamment dans les années 1980, pour alléger le sommet de la tour et remplacer certains éléments. Ces travaux ont-ils nécessité des interventions en sous-sol qui auraient pu révéler l'existence d'une structure inconnue? Les rapports techniques de ces chantiers sont très détaillés. Ils décrivent les méthodes utilisées, les découvertes faites, souvent des vestiges archéologiques plus anciens, datant de l'époque précédant la construction de la tour. Aucun de ces rapports accessibles au public ne fait mention d'une cavité souterraine non identifiée ou d'une structure maçonnée étrange. Encore une fois, cela ne prouve pas son inexistence, car une découverte sensible aurait pu être délibérément omise des rapports publics. L'hypothèse d'une confusion avec d'autres structures souterraines de Paris est également forte. Par exemple, la tour Eiffel se trouve à proximité relative du réseau des égouts parisiens, un vaste système souterrain dont certaines parties sont anciennes. Elle n'est pas loin non plus de l'ancien réseau de carrières. Cependant, les fondations de la tour ont été conçues pour s'ancrer dans un sol stable, en évitant ces zones problématiques. Il est peu probable qu'un bunker d'envergure ait été construit directement dans une zone de carrière, à moins d'un travail de consolidation colossal. La rumeur pourrait aussi être une déformation de l'existence d'abris plus modestes qui ont pu être aménagés dans les niveaux inférieurs de la tour
pendant les guerres pour le personnel y travaillant, des abris de fortune, des renforcements de caves existantes qui auraient pu être perçus par certains comme les prémices ou les accès d'un ouvrage plus important. Sans documents probants ou sans la possibilité d'une exploration archéologique ou géophysique poussée du sous-sol sous et autour de la tour, il est difficile d'aller au-delà des spéculations basées sur des témoignages et des contextes historiques. La question des moyens techniques de l'époque est également pertinente. Creuser un grand volume en sous-sol, évacuer les déblais, maçonner ou bétonner les parois d'un bunker, installer des portes blindées. Ces opérations, même au début du XXe siècle, nécessitaient des équipements lourds. Réaliser cela dans le plus grand secret sous un monument aussi emblématique, en plein cœur de Paris, relevait de l'exploit. L'échelle supposée du bunker, si l'on en croit certaines versions de la rumeur qui parlent d'un espace capable d'accueillir plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, implique un volume souterrain considérable. Malgré l'absence d'indices concrets dans les archives accessibles et les zones visitées, l'idée du bunker secret persiste, alimentée par les mystères inhérents aux grands monuments et aux périodes troublées de l'histoire. C'est à ce stade de l'enquête qu'il devient essentiel de se pencher sur les arguments sceptiques et les éléments qui contredisent ou fragilisent l'hypothèse du bunker. Le premier argument, et l'un des plus forts, est l'absence de documentation officielle. Les archives de la construction de la tour Eiffel par la société de Gustave Eiffel sont réputées pour leur exhaustivité. Chaque phase du chantier, chaque modification apportée au plan, chaque dépense était minutieusement consignée. Un projet de l'ampleur d'un bunker, même secret, aurait nécessairement laissé des traces. Commande de matériaux spécifiques, ciment, acier, portes blindées, recours à une main-d'œuvre supplémentaire, même discrète, utilisation d'équipements de terrassement ou de maçonnerie. Que ces documents soient introuvables suggère soit qu'ils ont été détruits avec une efficacité remarquable, ce qui en soi nécessiterait une volonté farouche d'effacer toute trace, soit qu'ils n'ont jamais existé parce que le projet n'a jamais vu le jour. Autre point soulevé par les ingénieurs et experts consultés, la structure de la tour Eiffel et son interaction avec le sol. La tour pèse très lourd, mais sa masse est répartie sur les 4 pieds par des fondations massives conçues pour s'ancrer solidement dans les couches de terre instables. Creuser un grand volume vide ou une structure annexe juste sous ses fondations ou à proximité immédiate représente un risque potentiel pour la stabilité de l'ensemble, surtout si ces travaux n'étaient pas parfaitement intégrés à la structure porteuse. Les ingénieurs de l'époque étaient brillants, mais une erreur de calcul dans ce domaine aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Réaliser un tel bunker sans compromettre la structure aurait nécessité une ingénierie complexe et coûteuse, probablement documentée quelque part. De plus, le sous-sol parisien, en particulier dans cette zone proche de la Seine, est connu pour ses variations géologiques et la présence d'eau. Creuser profond implique de gérer l'eau, ce qui nécessite des techniques, comme les caissons étanches utilisés pour les fondations côté Seine, qui laissent elles aussi des traces visibles et documentées. Un chantier souterrain secret sous la tour Eiffel aurait été confronté à des défis techniques majeurs liés à la nature du sol et à la gestion de l'eau. Comment un tel chantier aurait-il pu échapper à la vigilance de tous? Pendant la construction de la tour, des milliers d'ouvriers travaillaient sur le site. Après sa construction, la tour est rapidement devenue un lieu public, visité par des millions de personnes chaque année, même aux périodes les plus sombres de son histoire. Des employés y travaillaient en permanence, guichetiers, ascensoristes, personnel de maintenance, militaires pour la radio. Les chantiers de maintenance, même mineurs,
sur un tel monument sont soumis à des autorisations et des contrôles. La réalisation d'un bunker secret aurait impliqué non seulement de creuser et de construire discrètement, mais aussi d'assurer un accès secret et sécurisé, une ventilation, une alimentation en énergie, sans que ces installations n'apparaissent sur les réseaux connus de la tour ou de la ville. Un défi logistique et de discrétion colossal. Le mythe du bunker pourrait également être une extrapolation ou une confusion avec d'autres réalités. Par exemple, il existe bien des ouvrages souterrains classifiés à Paris, liés à la défense nationale ou aux infrastructures critiques. Certains d'entre eux sont situés non loin de la tour Eiffel. Il est possible qu'une rumeur sur l'un de ces sites ait été, au fil du temps et de la transmission orale, localisée sous la tour Eiffel en raison de son statut emblématique et stratégique. La tour elle-même possède des niveaux techniques souterrains, bien que non classifiés comme bunker. La rumeur pourrait simplement être une déformation de l'existence de ces espaces, transformés en bunker secret par l'imaginaire collectif. Le concept de bunkergesäß, de bunker, peut aussi être interprété différemment. Peut-être ne s'agissait-il pas d'un grand complexe souterrain, mais d'une simple pièce sécurisée, renforcée, cachée, une petite chambre forte ou un poste d'écoute dissimulé. Dans ce cas, l'absence de traces massives serait plus compréhensible, mais on s'éloignerait alors de l'idée d'un bunker d'envergure capable d'accueillir de nombreuses personnes ou des équipements lourds. Le manque de témoignages directs et concordants est également un point faible de la rumeur. Les récits sont vagues, imprécis quant à la localisation exacte, la taille ou la période de construction supposée. Aucun ancien ouvrier ou employé n'a, à ma connaissance, jamais produit de plans, de photos, même anciennes et floues, ou de documents tangibles attestant de l'existence de ce bunker. Si des dizaines ou des centaines de personnes avaient travaillé à sa construction, il est étonnant qu'aucun ne se soit manifesté de manière crédible, surtout après la levée du secret qui aurait pu entourer un tel projet en temps de guerre. Le silence total des archives et le manque de preuves physiques tangibles tendent à faire pencher la balance du côté du mythe. Cependant, tant qu'une exploration exhaustive du sous-sol sous la tour Eiffel n'est pas réalisée avec des moyens modernes, scans, géoradars, sondages, une petite part de doute subsiste. L'histoire de Paris a montré par le passé que des secrets souterrains peuvent rester cachés pendant très longtemps. L'enquête sur le bunker secret sous la tour Eiffel nous a conduits à explorer les archives, à interroger des sources potentielles et à tenter de comprendre les défis techniques et historiques d'une telle construction. Les éléments réunis jusqu'à présent ne permettent pas de confirmer l'existence de ce bunker. Les plans officiels n'en font pas mention. Les accès aux niveaux souterrains connus ne révèlent pas de portes secrètes évidentes et les témoignages sont fragmentaires et imprécis. Les arguments sceptiques, notamment l'absence de documentation, les difficultés logistiques d'un chantier secret d'envergure et les risques pour la structure de la tour sont particulièrement convaincants. Pourtant, le mythe perdure. Pourquoi une telle persistance? Peut-être parce que l'idée qu'un monument aussi célèbre puisse abriter un secret est séduisante. Elle ajoute une couche de mystère à un lieu que l'on croit connaître par cœur. Elle nourrit l'imaginaire. La tour Eiffel, par sa stature et son histoire, se prête particulièrement bien à de telles légendes. Elle a été un symbole de progrès, puis un outil militaire, un repère stratégique, un lieu de résistance, un symbole de libération. Chaque époque a pu générer ses propres récits, ses propres peurs et ses propres fantasmes liés à sa puissance symbolique et à sa position dominante sur la ville. Le mythe du bunker secret pourrait être le reflet de ces peurs et de ces fantasmes,
une projection des angoisses collectives liées aux guerres et aux menaces invisibles. L'idée d'un refuge caché sous le symbole national par excellence est puissante. Elle suggère que même le lieu le plus exposé a besoin de se prémunir contre les dangers extérieurs. De plus, Paris regorge de secrets souterrains avérés. L'existence des catacombes, des carrières, des abris de guerre, des tunnels secrets de la résistance, nourrit l'idée que le sous-sol parisien est un espace propice aux cachettes et aux mystères. La rumeur du bunker sous la tour Eiffel s'inscrit parfaitement dans cette topographie souterraine légendaire. Il est également possible que la rumeur soit basée sur une réalité bien moins spectaculaire qu'un grand bunker. Comme évoqué précédemment, il pourrait s'agir d'une confusion avec des locaux techniques sécurisés, des abris de petite taille aménagés pour le personnel pendant les périodes de bombardement, ou même des espaces désaffectés dont l'accès a été muré ou scellé, engendrant des interrogations et des spéculations. L'ancien employé de maintenance parlant d'une vieille porte scellée pourrait avoir simplement fait référence à l'un de ces accès murés, sans qu'un vaste complexe ne se cache derrière. Les courants d'air frais pourraient provenir d'un simple conduit d'aération donnant sur l'extérieur ou un autre espace ventilé. En l'absence de preuves formelles de l'existence d'un bunker d'envergure, la conclusion la plus prudente est de considérer le bunker secret sous la tour Eiffel comme un mythe, une légende urbaine fascinante. Un mythe qui puise sa force dans l'histoire mouvementée de la tour, la complexité du sous-sol parisien et le besoin humain d'imaginer des secrets cachés dans les lieux les plus familiers. Cela dit, tant qu'une exploration géophysique complète du sous-sol, sous et autour des fondations de la tour n'est pas rendue publique, et il est peu probable qu'elle le soit un jour, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité et de coût, une infime possibilité subsiste. Les techniques modernes pourraient potentiellement détecter des cavités importantes ou des structures enterrées qui auraient échappé aux détections précédentes ou dont l'existence a été délibérément tenue sec. Pour l'instant, le bunker secret sous la tour Eiffel reste solidement ancré dans le domaine de la légende. Une légende qui continue de stimuler la curiosité et d'alimenter les conversations, ajoutant une touche de mystère à la Dame de Fer qui, même après plus d'un siècle, continue de fasciner et de surprendre. Le véritable secret de la tour Eiffel pourrait bien être sa capacité à générer des histoires et des mythes. Pour conclure cette exploration du mythe du bunker sous la tour Eiffel, il est important de récapituler les principaux éléments qui ont été examinés et les conclusions provisoires qui peuvent en être tirées. D'un côté, la rumeur d'un bunker secret est persistante, circulant depuis des décennies et se rattachant à différentes périodes de l'histoire de la tour, construction, Première Guerre, Seconde Guerre, Guerre froide. L'utilité stratégique de la tour comme point de communication et symbole national rend plausible l'idée que les autorités aient pu vouloir y aménager un espace sécurisé. Le sous-sol parisien est propice aux constructions souterraines. Des témoignages fragmentaires évoquent des travaux spéciaux, des chambres cachées ou des portes scellées dans les niveaux inférieurs. D'un autre côté, aucun document officiel ou plan accessible ne fait mention d'un tel bunker. Les plans des fondations et des caves techniques actuelles n'indiquent pas la présence d'un espace secret d'envergure. Les difficultés techniques et logistiques pour creuser et construire un grand bunker dans le secret le plus total, sous un monument aussi surveillé et dans un sol potentiellement complexe, semblent considérables, voire insurmontables, pour les époques évoquées. L'absence de témoignages directs et crédibles, ainsi que l'absence de preuves physiques tangibles lors de l'exploration des zones souterraines accessibles, affaiblissent considérablement l'hypothèse. La rumeur pourrait être une confusion ou une extrapolation de l'existence de locaux techniques sécurisés,
d'abris de taille réduite ou d'autres ouvrages souterrains existants à Paris. En l'état actuel des connaissances et des éléments accessibles, l'existence d'un grand bunker secret sous la tour Eiffel, tel que décrit par la rumeur, relève très probablement du mythe plutôt que de la réalité avérée. Le mythe est puissant, nourri par l'aura de mystère qui entoure les monuments historiques et par le contexte des périodes de guerre et de secret défense. Il est séduisant d'imaginer que la tour, qui a survécu aux conflits mondiaux et a joué un rôle stratégique, puisse abriter en son sein une structure de survie ou de commandement dissimulée. Cependant, la rigueur de l'enquête historique et technique invite à la prudence. Les grands secrets de construction, surtout ceux impliquant des ouvrages d'art majeurs et des volumes importants, finissent souvent par laisser des traces dans les archives, les témoignages ou la structure elle-même. L'absence de ces traces est en soi un indice majeur. Faut-il pour autant abandonner totalement l'idée? Probablement pas, car la nature même des secrets d'État ou militaires est d'être bien cachés. Mais il convient d'aborder cette rumeur avec un sain scepticisme, la considérant comme une légende fascinante plutôt qu'un fait établi. Le véritable intérêt de cette recherche réside peut-être moins dans la découverte hypothétique d'un bunker que dans l'exploration des récits parallèles, des peurs collectives et de la manière dont les mythes se construisent autour des symboles nationaux. La tour Eiffel continuera d'inspirer les histoires et les légendes, qu'elles soient fondées ou non. Et tant qu'une technologie de scan du sous-sol ultra performante et non invasive n'aura pas été utilisée sur l'intégralité de la zone, une part de rêve ou de spéculation pourra toujours subsister. Mais pour l'heure, le bunker secret sous la tour Eiffel appartient davantage au roman qu'à l'histoire documentée. L'exploration des sous-sols accessibles de la tour Eiffel, bien que n'ayant pas révélé le bunker secret tant recherché, a permis de mieux appréhender la complexité des niveaux inférieurs du monument. Ces zones, souvent inconnues du grand public, sont un enchevêtrement de structures anciennes et modernes, de machinerie impressionnante et de couloirs techniques. On y voit les bases massives des pieds qui descendent profond dans le sol, ainsi que les vestiges des systèmes hydrauliques qui témoignent de l'ingénierie de la fin du XIXe siècle. Naviguer dans ces espaces donne une idée concrète des contraintes techniques et spatiales. Chaque mètre cube sous la tour semble utilisé ou nécessaire à la stabilité et au fonctionnement de l'ensemble. L'idée d'y insérer discrètement un bunker d'une taille significative sans que cela n'altère la structure ou ne laisse de traces majeures dans l'aménagement semble de plus en plus complexe à mesure que l'on comprend mieux l'organisation interne des niveaux inférieurs. Les murs sont épais, les passages sont souvent conçus pour des besoins spécifiques, circulation des fluides, combles, accès maintenance. L'absence de toute anomalie visible, d'une maçonnerie suspecte ou d'une porte apparemment sans fonction dans les zones que j'ai pu parcourir renforce le scepticisme. Si un bunker existe, il est remarquablement bien caché, peut-être derrière des parois qui ne se distinguent pas de la structure environnante, ou dans une zone totalement inaccessible depuis les caves techniques courantes. Peut-être que l'accès se fait par l'extérieur, via un tunnel comme évoqué plus tôt. Mais un tel tunnel, même si discret, aurait nécessité un chantier d'entrée quelque part, également difficile à dissimuler sur le champ de Mars ou ses abords immédiats. Imaginons les travaux de creusement, la terre extraite, l'acheminement des matériaux de construction, ciment, pierre, ferraillage, le bruit des tunneliers ou des ouvriers. Même à une époque où les normes de bruit étaient moins strictes, un tel chantier souterrain aurait généré des vibrations et des nuisances perceptibles en surface. Les Parisiens, déjà habitués aux grands travaux du baron Haussmann, auraient-ils vraiment ignoré des opérations de cette ampleur sous leur monument emblématique? Cela semble peu probable.
à moins que le chantier n'ait été mené par une entité disposant de moyens exceptionnels pour assurer la discrétion, comme l'armée ou un service secret, et ce, pendant une période de couvre-feu strict ou de surveillance limitée. La période de l'occupation allemande revient souvent dans les spéculations sur les ouvrages souterrains secrets. Les Allemands avaient les moyens et la volonté de sécuriser des points stratégiques. Cependant, leurs propres archives de l'occupation à Paris ont été largement étudiées, et si elles mentionnent des travaux souterrains importants, le site de la Tour Eiffel n'est généralement pas cité pour un tel aménagement d'envergure. Cela ne prouve pas l'inexistence d'un projet, mais le rend moins probable. Il est aussi possible que le mythe soit une confusion avec les réseaux existants à proximité, comme les égouts ou les anciennes carrières. Une partie du réseau d'égouts passe à proximité de la tour. Certaines sections sont vastes et pourraient, dans l'imaginaire, être confondues avec un bunker. Cependant, leurs fonctions et leurs structures sont différentes. Quant aux carrières, les fondations de la tour ont été précisément placées pour les éviter. Construire un bunker dans une zone de carrière instable aurait été un pari risqué. Mon exploration, limitée aux zones accessibles avec autorisation, ne m'a pas permis de sonder les profondeurs exactes sous les massifs de fondation, ni les zones adjacentes potentiellement connectées par des tunnels. C'est dans ces espaces, s'ils existent et sont encore tenus secrets, que la vérité pourrait se cacher. Mais sans accès ou sans technologie de détection poussée, il est impossible d'aller plus loin sur le terrain. L'enquête se heurte à un mur, ou plutôt à des tonnes de terre et de béton non explorés. Le mythe du bunker secret sous la Tour Eiffel semble, à ce stade, demeurer un mythe, un beau mythe, qui continue de faire rêver et d'intriguer. L'étude de ce mythe soulève une question plus large. Pourquoi certains lieux emblématiques deviennent-ils le terreau de légendes urbaines et de théories du complot? La Tour Eiffel, symbole universel, est un candidat idéal. Sa taille imposante, son histoire liée aux grands événements du siècle passé et son statut de point névralgique, communication, défense, en font un lieu parfait pour projeter des fantasmes de secrets et de pouvoirs cachés. Le sous-sol, par nature invisible et souvent inaccessible, est un espace propice à l'imagination. Associer les deux, un monument iconique et un sous-sol mystérieux, crée une combinaison irrésistible pour l'élaboration de légendes. Le mythe du bunker secret peut être vu comme une forme de folklore moderne, se transmettant par le bouche à oreille, les livres, les documentaires, parfois peu critiques, et, aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux. Chaque nouvelle narration ajoute une couche, déforme un détail, renforce la conviction des croyants. L'absence de preuves formelles n'est pas toujours un frein à la propagation de ces mythes. Elle peut même être perçue comme une preuve de l'efficacité de la dissimulation. Si l'on ne trouve rien, c'est bien la preuve que le secret est bien gardé. Un argument souvent entendu dans les cercles qui croient à l'existence de ce type de bunkers. Pourtant, en matière d'enquête historique ou journalistique, l'absence de preuves est généralement considérée comme une indication que la chose recherchée n'existe pas ou n'a jamais existé, à moins d'indices très forts suggérant une dissimulation active et réussie. Dans le cas du bunker sous la Tour Eiffel, les indices en faveur de son existence sont maigres et peu fiables. Témoignages imprécis, rumeurs non vérifiées, tandis que les obstacles techniques, logistiques et l'absence de traces documentaires sont majeurs. Le plus probable est que cette rumeur soit née d'une confusion, d'une extrapolation ou d'une volonté d'ajouter du mystère à un lieu. Peut-être qu'à une époque, des travaux souterrains d'une nature particulière ont été menés à proximité, sans lien direct avec un bunker sous la tour, et la rumeur a fusionné les deux. Peut-être que l'existence d'abris plus modestes dans les niveaux inférieurs a été transformée en bunkers d'envergure,
par l'amplification du bouche à oreille. L'histoire des ouvrages souterrains parisiens est riche et complexe, pleine de tunnels, de caves, d'abris, dont certains ont eu des usages insolites ou secrets. Les faits. Il est facile de mélanger les récits et de localiser un mythe là où il aurait le plus d'impact, au pied du monument le plus célèbre de France. Mon travail d'investigation m'a permis de creuser, au sens propre comme figuré, les différentes facettes de cette légende. J'ai parlé à des historiens, des ingénieurs, des archivistes, des employés de la tour. J'ai passé du temps dans les archives et, brièvement, dans les sous-sols de la Dame de Fer. Le résultat est un faisceau d'éléments qui, s'ils ne clôturent pas définitivement la question pour les plus fervents défenseurs de la théorie, penchent très fortement vers l'inexistence d'un grand bunker secret. Le coût, la complexité technique, l'absence de documentation, la difficulté de dissimulation d'un tel chantier et le manque de preuves physiques rendent l'hypothèse d'une telle structure hautement improbable. Reste l'idée, fascinante, d'un secret enfoui sous nos pieds, dormant sous le poids de l'histoire et de l'acier. Le mythe du bunker secret sous la tour Eiffel est peut-être le véritable trésor caché de la Dame de Fer. Non pas un bunker en béton, mais une histoire qui nous rappelle que même les icônes les plus familières peuvent continuer à abriter des mystères dans nos imaginations. La rumeur d'un bunker secret sous la tour Eiffel nous renvoie finalement à la capacité humaine à créer et à perpétuer des mythes, surtout lorsqu'ils touchent à des lieux emblématiques et à des périodes chargées d'histoire. Cette enquête, loin de décevoir en ne trouvant pas de preuves tangibles d'un bunker, a éclairé le processus même par lequel les légendes urbaines prennent racine et se développent. Elle a montré l'importance de l'examen critique des sources, la difficulté d'obtenir des informations sur des sujets potentiellement sensibles ou simplement oubliés, et le travail de longue haleine pour démêler le vrai du faux dans le foisonnement des récits parallèles. La tour Eiffel, en tant que sujet de cette légende, se trouve enrichie par cette couche de mystère. Elle n'est plus seulement la structure de fer admirée pour son audace architecturale, mais aussi un lieu potentiel de secrets enfouis, réels ou imaginaires. Cette dualité entre la réalité physique et la perception légendaire est fascinante. Les fondations de la tour sont solides, bien ancrées dans le sol parisien selon les plans de Gustave Eiffel. Ces caves techniques sont documentées et fonctionnelles. Mais l'idée d'un espace inconnu, d'un refuge ultime ou d'un poste de commandement caché ajoute une dimension presque romanesque à l'édifice. Le fait que la rumeur cite différentes époques pour la construction supposée du bunker, 1889, 1914, 1918, 1939, 1945, guerre froide, montre bien comment la légende s'adapte et évolue en fonction des contextes historiques. Chaque période de menace ou de tension a pu réactiver l'idée qu'un lieu aussi stratégique devait absolument disposer d'un abri secret. Le manque de spécificité des témoignages, localisation précise, description détaillée, est caractéristique des mythes qui se construisent sur des bases fragiles et se transmettent par fragments. Personne n'a jamais vu ce bunker, mais quelqu'un connaissait quelqu'un qui a dit avoir vu ou qui a entendu parler de travaux secrets. Cette chaîne de transmission, souvent déformée, est le moteur des légendes urbaines. L'enquête a cependant permis d'éliminer certaines possibilités et d'évaluer la plausibilité de l'hypothèse. La taille supposée du bunker, si elle est conforme à certaines versions de la rumeur, pose d'énormes problèmes techniques et logistiques pour une construction secrète. L'absence totale de documentation officielle ou de traces physiques flagrantes, malgré des siècles de maintenance et de travaux sur le site, est l'argument le plus fort contre l'existence d'un grand bunker. Pour autant,
la porte n'est pas totalement fermée sur l'existence d'un espace souterrain moins grand ou d'un accès secret aujourd'hui scellé et oublié qui aurait pu inspirer la légende. Une petite pièce sécurisée, un ancien poste d'écoute, ou un court tunnel désaffecté pourrait exister sans être qualifié de bunker d'envergure. Cependant, l'enquête visait le bunker secret tel que décrit par la rumeur la plus persistante et la plus spectaculaire. Sur ce point précis, les éléments recueillis tendent à invalider l'hypothèse. La tour Eiffel, avec ses ascenseurs, ses restaurants, ses plateformes d'observation et ses antennes, a déjà une histoire riche et complexe à raconter. Elle n'a peut-être pas besoin d'un bunker secret pour conserver une part de mystère. Le véritable mystère est peut-être la fascination qu'elle exerce, cette capacité à nous faire rêver et imaginer ce qui pourrait se cacher sous sa silhouette familière. Alors, mythe ou réalité? Sur la base des preuves disponibles, le bunker secret sous la tour Eiffel semble bien appartenir au domaine du mythe.